Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. Tous les participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes branché au téléphone et que vous avez besoin de l'aide du téléphoniste, veuillez appuyer sur étoile 0. Si vous êtes branché sur le web et que vous désirez une assistance technique, veuillez utiliser la boîte de dialogue sur votre écran. Je donne la parole à votre animatrice, Christine Maïka, responsable de l'amélioration à la FCASS. Madame Christine Maïka. Bonjour et bienvenue à la phase 2 de notre cybercollaboration. Notre ordre du jour est chargé, alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pendant que je présente les personnes qui vont intervenir, je vous demanderai de vous présenter vous-même si ce n'est déjà fait dans la boîte de dialogue. Je m'appelle Christine Maïka, je suis responsable de l'amélioration à la Fondation. Je suis à Ottawa en présence de Jessie Checkley qui va animer certaines des périodes de questions-réponses. Notre enseignante Eleanor Ivoire est dans la salle également, ainsi que Patricia O'Connor et Angela Morin. Donc ces trois enseignantes sont en ligne pour présenter une partie du contenu d'amélioration de la qualité de formation et de communication. Et notre formatrice Sophie Baillargeon est également en ligne, mais Marie-Suzanne Lavallée est empêchée. Alors, je souhaite également la bienvenue à nos patients ressources et proches ressources qui sont en ligne également aujourd'hui au sein des équipes. Un rappel, en cliquant sur les 4 flèches à votre écran, vous pouvez agrandir la présentation en plein écran, mode plein écran. Si vous désirez revenir au mode d'écran partagé, vous pouvez cliquer une nouvelle fois sur les 4 flèches. Nous avons prévu une période de questions après chaque grand thème. Les équipes peuvent poser des questions dans la langue de leur choix dans la boîte de dialogue au bas de l'écran. Ce webinaire est offert en anglais et en français. Et nous pourrons donc passer au besoin d'une langue à l'autre dans les périodes de questions. La phase 2 de la cybercollaboration meilleure ensemble, c'est là vraiment qu'on entre dans le vif du sujet. Nous allons aborder un certain nombre de théories, de concepts et de cadres, et nous espérons vous présenter des outils qui pourront vous aider. Nous vous laisserons le soin d'explorer davantage les concepts qui vous intéresseront. En 2 heures, il n'est pas possible d'approfondir les concepts et les théories dans tous les domaines, mais les activités d'apprentissage complémentaires ainsi que les documents que vous trouverez sur le bureau virtuel devraient compléter votre apprentissage. Nous nous sommes basés sur vos réactions dans les questionnaires précédents et nous espérons continuer d'adapter nos présentations aux besoins que vous avez identifiés. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à la consultation, à l'établissement d'un consensus, à la communication et à la formation. Le thème de la mesure sera également exploré tout au long du webinaire. Le plan de mesure Meilleurs Ensemble est à présent disponible sur le bureau virtuel de la FCASS. Il peut servir de modèle pour guider votre planification de la mesure et votre collecte de données. Cette ressource se trouve actuellement dans la série de ressources du webinaire et sera également incorporée dans le modèle de rapport de la fin de la phase 2. Nous avons prévu une pause de 5 minutes au milieu du webinaire. Merci donc de rester en ligne jusque-là. Je voulais saisir l'occasion de vous rappeler du point où nous sommes parvenus dans la cybercollaboration. À compter du 1er septembre, nous avons abordé la phase 2 de la cybercollaboration qui consiste à formuler la politique de présence sur la présence des familles et d'entamer la planification de la mise en œuvre. La phase 3 commencera en début 2017 et c'est à ce moment-là que les équipes commenceront la mise en œuvre. Alors nous voulions partager la rétroaction que nous avons reçue de diverses équipes quant au rapport sur la situation actuelle. Vous vous rappellerez que nous avions demandé aux équipes d'évaluer leur état de préparation, c'est-à-dire une évaluation critique, une réflexion critique sur les obstacles et les opportunités au sein de leurs organisations, les obstacles qui s'opposeraient au progrès ou les occasions à saisir pour faciliter les progrès. Alors, voici ce que vous nous avez dit. Globalement, l'alignement de la direction était très fort, surtout au niveau du parrainage et du leadership. Il y avait des défis au niveau de l'alignement en ce qui concerne les stratégies, les buts et les priorités. La communication régulière avec toutes les parties prenantes était nécessaire.
afin de renforcer l'alignement des politiques sur la présence des familles sur les priorités et objectifs stratégiques existants. La culture organisationnelle et l'infrastructure étaient les deux secteurs où les appréciations étaient les moins bonnes, même si elles étaient quand même positives globalement. Dans le secteur de la culture organisationnelle en particulier, vous avez identifié des défis relatifs à la formation, à la mesure, au suivi. Nous allons évoquer des possibilités de formation aujourd'hui et nous avons mis au point un modèle de mesure qui sera disponible. Tous les indicateurs que nous y avons inclus sont ceux que vous nous aviez demandé de réfléchir dans le cadre de votre rapport de situation. Alors, je saisis l'occasion. Alors, donc, voici l'échelle de collaboration. Cet outil est utile pour nous à la FCASS dans la mise au point de la cybercollaboration et également pour recueillir une rétroaction sur le stade auquel les équipes sont parvenues dans la mise en œuvre de la politique sur la présence des proches. Nous espérons que cet outil vous sera utile tandis que vous envisagez les éléments qui doivent être mis en place pour mettre en place et pérenniser la politique sur la présence des proches. Globalement, la cybercollaboration dans son ensemble est parvenue au point 1,3 sur une échelle de 4,5. Et c'est exactement où les équipes devraient se situer parce que cette phase consistait à former vos équipes et à assurer donc la planification de la mise en œuvre. Au point médian, c'est à ce moment-là que nous prévoyons des changements, un mouvement et des changements sur cette échelle. À présent, je vais donner la parole à Angela Morin qui va inaugurer le contenu de la phase 2 en nous parlant du modèle de pérennité du NHS dans le cadre de notre réflexion sur les divers éléments qui doivent être mis en place tandis que nous entreprenons ce changement. Angela Morin, merci beaucoup Christine. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Les patients ne lisent pas les politiques, ils les vivent. Pour les patients et les proches, les politiques se résument aux soins qu'ils vivent au sein de votre organisation. La politique sur la présence des proches est peut-être l'une des quelques exceptions. Les familles en prennent connaissance et s'attendront à ce que leur expérience reflète l'esprit de la politique. Je me rappelle d'avoir rencontré une amie aujourd'hui, elle m'a raconté qu'elle avait été à l'hôpital et qu'elle se sentait angoissée à l'idée de quitter un proche dans la zone réservée aux patients à la fin de ce qu'elle supposait être les heures de visite. Et l'infirmière lui a dit qu'elle était la bienvenue, lui a expliqué la politique sur la présence des proches. Elle a été tellement impressionnée non seulement que l'hôpital ait mis en œuvre une telle politique, mais encore que l'infirmière ait pris la peine d'apaiser son angoisse en la lui expliquant. Donc, vous développez votre culture, vous établissez un partenariat avec les familles dans les soins de leurs proches. C'est facile, non? Bon, comme vous vous en êtes rendu compte, l'acte physique de rédiger une politique, c'est la partie facile. Et il y a de nombreux éléments qui sont intégrés, qui doivent être pris en compte dès le tout début de la formulation de la politique sur la présence des proches. Alors donc, cette planification doit être faite dès le début. Non, il ne s'agit pas d'un stade ultérieur. Le processus de mise en œuvre du changement est critique pour le succès, non seulement de la mise en œuvre d'une politique sur la présence des familles, mais pour sa formulation. Il y a de nombreux aspects différents de l'organisation qui sont en jeu. Il est critique d'être au courant de certains éléments clés dans la mise en œuvre du changement et la planification de la pérennité, afin de s'assurer que l'esprit du changement de politique est bien compris et se reflète dans le comportement de ceux qui doivent le mettre en œuvre. La planification en vue de la pérennité est vraiment à la base d'un grand changement dans l'organisation et doit être prise en compte dès le début. Il existe différentes ressources et différents cadres qui vous permettent d'identifier des faiblesses afin d'améliorer vos chances de succès dans la pérennisation du changement. Il est important de trouver un modèle qui corresponde à vos besoins. La plupart des cadres présentent des éléments similaires qui sont suggérés pour soutenir le changement. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le modèle de pérennité du NHS, le National Health Service. Nous l'avons choisi parce qu'il tient compte de la plupart des éléments clés que vous voudrez envisager.
Le modèle de pérennité du NHS relie 10 facteurs en 3 domaines interconnectés. Le domaine des processus inclut des facteurs comme le suivi des progrès, l'évaluation d'adaptabilité et la crédibilité des données probantes et les avantages au-delà de ceux pour les patients, par exemple l'accroissement de l'efficacité ou faciliter la tâche de quelqu'un. La plupart des facteurs dans le domaine du processus ont déjà été pris en compte par vos équipes à la phase 1 du processus collaboratif. Les facteurs du domaine de l'organisation portent sur l'évolution de la culture organisationnelle du changement et son adéquation avec les objectifs et cultures. Est-ce que l'organisation possède les installations, l'équipement, le personnel formé, des politiques et des procédures pour soutenir ce changement? Encore une fois, la plupart de ces facteurs ont été pris en compte dans la planification effectuée par votre équipe au début du processus. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les facteurs qui se situent dans un troisième domaine qui s'appelle gens personnels dans le modèle NHS. Il y a 4 facteurs clés qui doivent être pris en compte. La participation du personnel et la formation, le comportement du personnel et le soutien et l'engagement de la haute direction. Ces 10 facteurs dans les 3 domaines sont considérés comme étant des déterminants clés de la pérennité. La combinaison de ces facteurs vous aidera à jeter de bases solides pour votre politique sur la présence des proches et pour la mise en pratique de celle-ci. Mais il y a encore un facteur, un élément clé qui n'est pas reflété dans le modèle du NHS. Où se situent les patients et leurs proches dans le cadre? Il y a tant à apprendre de l'expérience des patients et des proches, et en les incluant dès le début, vous pouvez contribuer à vous assurer d'identifier des lacunes, de répondre aux vrais problèmes et de vous concentrer sur les bonnes solutions. J'ai un jour assisté à une réunion du comité consultatif de patients et une gestionnaire de programme a expliqué un défi qu'elle devait relever. Il n'avait pas suffisamment de locaux pour accueillir les patients en fin de formation. Donc, ils avaient fait preuve de créativité au niveau de l'espace et j'en ai parlé au conseiller. Le conseiller a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de patients qui attendent? Pourquoi avez-vous besoin d'un local de telle dimension? Est-ce qu'on ne devrait pas tâcher de réduire le nombre de personnes qui attendent plutôt que de trouver des espaces assez grands pour les contenir? En fait, faire attendre les gens, cela n'est pas vraiment très axé sur les patients. Et ça, ce commentaire, ça a changé le processus qui, au début, consistait à reconcevoir un espace physique et qui est devenu un partenariat au niveau des flux de patients, d'aiguillage des patients, de la communication. Les patients ressources voient les choses sous un égard différent. Ils remettent en question le statu quo, ils posent des questions différentes, ils changent leur conversation. Ils sont des parties prenantes clés dans l'amélioration des soins de santé et il faut qu'ils fassent partie du processus dès le début et tout au long de la mise en œuvre. Alors, étant donné tous ces éléments, nous avons décidé d'adapter le modèle NHS pour inclure le partenariat avec les familles et les patients ressources dans le domaine des gens et du personnel. Les éléments à considérer sont, par exemple, est-ce que les patients ont été encouragés à expliquer leurs idées, à offrir leur point de vue, à participer dès le début au processus de changement? Est-ce qu'il y a un rôle, une possibilité de jouer un rôle dans la mise en œuvre? Au fur et à mesure que l'infrastructure est en place, il s'agira de soutenir. Est-ce qu'il est possible de définir des mesures de réussite? Les patients et les proches connaissent les mesures de réussite en ajoutant le personnel, les patients et leurs familles au domaine des gens, assure qu'il y a une concentration sur le partenariat avec les patients dès le début et qu'ils sont intégrés dans l'ensemble du processus et reconnus comme étant un facteur clé dans le succès et la pérennisation de la politique. Bon, nous voilà des facteurs clés qui doivent être pris en compte, approfondissant certains d'entre eux. Paddy et Eleanor vont nous faire part de 2 ressources que vous pourriez envisager d'utiliser pour soutenir la formulation, l'adoption, la mise en œuvre et la pérennisation de votre politique sur la présence des proches. Patricia O'Connor. Bon, dans le questionnaire auquel vous avez répondu avant la phase 1, il y avait une évaluation de l'état de préparation. Vous nous avez dit que la gestion du changement était le domaine numéro 1. Vous avez également dit que vous vouliez savoir quelles étaient les ressources disponibles pour assurer la pérennité des politiques sur la présence des familles. Vous avez attribué une cote de 3,4 sur 5 au niveau de votre savoir. C'était la deuxième plus basse des cotes dans les domaines de savoir. Vous avez votre capacité
identifié les mesures de changement 4,3 sur 10. Il était donc évident que vous aviez des préoccupations au sujet de vos compétences et de votre préparation. Nous voulions passer quelques instants pour passer en revue ces diverses améliorations et la manière dont vous pouvez développer les mesures pour voir si les changements que vous apportez débouchent vraiment sur des améliorations. Le modèle comporte 3 questions clés. D'abord, qu'est-ce que vous voulez réaliser? Ensuite, comment allez-vous savoir si le changement constitue une amélioration? Ça, c'est vraiment votre plan de mesure. Et puis, troisièmement, quel changement réaliserez-vous pour parvenir à votre objectif? Et enfin, le modèle d'amélioration est basé sur des cycles rapides d'essais et de changement en utilisant le modèle PEEA. Dans tout travail d'amélioration, lorsque vous avez une théorie de changement qui guide les choix que vous apportez, le reflet sur votre théorie sous-jacente du changement vous aide à comprendre le problème, comment le résoudre, à expliciter la nécessité de l'amélioration et à réfléchir sur les facteurs qui vont sans doute influencer la mise en œuvre et le succès de l'initiative d'amélioration. Pour justifier votre choix d'action, ou pour justifier votre demande d'adopter des changements, vous devez tenir compte des données tirées de la recherche, de l'expérience passée, et puis analyser la situation actuelle. Quant à vos objectifs, nous devons définir à quoi ressemblera le succès, selon des mesures spécifiques. Il faudra dire notamment qu'est-ce qui s'améliorera dans l'énoncé d'objectifs, par exemple l'expérience des soins, d'ici quand, de combien, par exemple de 10%, et ici le 31 mars 2017, et puis pour qui? Les patients, familles, aidants naturels. La plupart d'entre vous ont achevé ces étapes à la première phase, clarification de votre énoncé des objectifs, mais si vous n'avez pas inclus chacun de ces éléments, le quoi, le quand, le combien et le pour qui, il s'agit de procéder à cet exercice dès maintenant. Alors donc voici un outil d'amélioration simple pour parvenir au changement. Voilà. Alors il s'agit du diagramme de force mobilisatrice. Il s'agit d'un outil très simple pour guider le changement. Il explicite les théories et permet de guider la conception, la mise à l'essai, la mise en œuvre et la diffusion. Le diagramme des forces mobilisatrices comporte 4 parties: l'énoncé des objectifs, les facteurs principaux, les facteurs secondaires et les idées de changement que vous testez à l'aide des cycles PEEA. Alors, qu'est-ce qu'une force mobilisatrice? C'est un processus clé qui impulse le résultat. Par exemple, des structures, des processus, des normes d'exploitation. Les facteurs primaires sont les grands facteurs qu'il convient de prendre en compte afin de parvenir à notre objectif. Donc, si votre objectif consiste à améliorer l'expérience patient par un changement de votre politique actuelle et en améliorant le partenariat avec les patients au chevet, eh bien, il faut identifier dans ces cases de facteurs primaires quelles sont ces activités. Restez simple, ne proposez pas plus de 3 forces mobilisatrices. Les facteurs secondaires sont nécessaires pour parvenir aux facteurs principaux. Et les idées de changement sont toutes les idées que vous et votre équipe ont produites pour parvenir donc aux facteurs secondaires et principaux. Au fur et à mesure que vous évoluez de droite à gauche dans le diagramme des forces mobilisatrices, vous répondez à la question comment allez-vous parvenir à votre objectif. Prenons un exemple. Par exemple, réduire les chutes de 50% d'ici juin 2017. Alors, le facteur principal, la force mobilisatrice principale consisterait à veiller à une évaluation au moment où la situation est modifiée. Un autre facteur principal, c'est la mise en œuvre systématique de mesures de prévention des chutes. Par exemple, l'Association des infirmiers et infirmiers de l'Ontario met au point donc une ligne directrice. Un troisième élément pour ce faisceau d'intervention consiste en la formation donc des proches et de la famille à la prévention des chutes.
Et vous aurez peut-être des idées quant à la formation, les modalités de formation du personnel, séances d'apprentissage, vidéo, champion d'unité, etc. Quand vous examinez le diagramme de force mobilisatrice de droite à gauche, vous répondez à la question du pourquoi. Essentiellement, il s'agit de votre justification du changement, votre théorie du changement. Le diagramme de force mobilisatrice, c'est une façon visuellement simple de transmettre à votre équipe les données probantes dont vous disposez et la raison pour laquelle ces interventions ont été choisies. Il est important de se rappeler que le diagramme de force mobilisatrice est un outil qui évoluera au fil du temps. N'attendez pas d'avoir la théorie parfaite pour commencer. En sciences d'amélioration, le processus est itératif. Vous allez revoir votre plan constamment et le modifier au besoin en fonction de nombreux tests de changement. Alors donc apprenez, ajustez-vous, influencez les changements au fur et à mesure que vos mesures fréquentes éclaireront l'élaboration de la théorie du changement. Dans un diagramme des forces mobilisatrices, il devrait y avoir des éléments identifiés pour chaque facteur primaire et secondaire. Voici un diagramme des forces mobilisatrices pour la mise en place d'une politique sur la présence des familles. Alors, cela pourra vous être utile ou bien vous remplirez ces cases pour vous-même. Quels sont les principaux domaines de changement? Mais j'ai élaboré ce diagramme pour vous donner un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un diagramme des forces mobilisatrices. Alors donc l'expérience des soins du patient et de sa famille s'améliorera de 10% à la suite de la mise en œuvre de politiques sur la présence en janvier 2017. Alors, comment allez-vous y parvenir? Alors, je prends pour hypothèse que, bon, tout d'abord, le personnel médecin perçoit la valeur de la présence de la famille en tant que partenaire et manifeste concrètement des pratiques de soins centrées sur le patient et sa famille. Ensuite, autre force mobilisatrice, la nouvelle politique sur la présence, élaborée avec de multiples parties prenantes. Et enfin un plan de communication présentant des messages concrets. Alors, je ne passerai pas en revue les forces secondaires, mais ça vous donne une idée de la manière dont vous pouvez développer votre modèle logique sur la façon de procéder. Puis, dans la colonne d'extrême droite, il y aura toute une série d'idées de changement. Le but étant que, encore une fois, nous voulons que, d'après les données tirées de la recherche, l'expérience passée, etc., des idées qui ont été mises en œuvre dans ce domaine, mais vous avez simplement besoin de tester, de voir celles qui correspondent le mieux aux besoins de votre organisation. Une étape critique dans toute amélioration réussie consiste à obtenir l'adhésion de tout le monde. Dans le sondage pré-phase 1 sur la préparation, vous nous avez dit que les domaines organisationnels et administratifs sont le thème le plus identifié qui affectera la mise en œuvre de votre initiative. Collectivement, vous avez la capacité de vous avez déclaré que les plans d'amélioration se situaient à un niveau bas, 4,3%, mais vos compétences se sont améliorées depuis. Et on nous l'a dit souvent, la participation des cliniciens quand nous interrogeons sur les obstacles et les opportunités à saisir. Alors, dans les soins de santé, améliorer les résultats pour les patients et leurs expériences des soins représentent deux objectifs basiques qui nous unissent tous, quelle que soit notre tâche au sein de l'organisation. C'est au cœur de ce que nous faisons. Donc, démontrer comment votre initiative y parviendra, c'est la première étape. Il est important de brosser un tableau de la situation actuelle. Prenez connaissance des données dont vous disposez au sujet des résultats actuels et d'identifier les lacunes dans la compréhension de l'expérience des familles et des aidants naturels. Par exemple, demandez-vous dans quelle mesure les patients, les proches et les aidants naturels se sont estimés inclus en tant que partenaires des soins dans leur propre expertise. Nous devons également pouvoir expliquer comment cette nouvelle politique sur les présences est alignée sur d'autres politiques et comment le fait de collaborer facilitera la participation de tous. Il y a beaucoup d'éléments de motivation
En tant que leader d'amélioration, vous devez connaître les facteurs de motivation intrinsèques et extrinsèques. Les facteurs de motivation extrinsèques sont bien connus, par exemple la rémunération, les cartes, les bulletins d'amélioration. Il y a un alignement très très fort sur les changements récents apportés par Accréditation Canada au niveau des soins centrés sur le patient et la famille. Le domaine le plus important auquel vous devez dédier votre temps et votre famille, c'est la motivation intérieure. Il s'agit de foi, de croyances fondamentales qui font une différence. Songez à la manière dont vous pouvez échanger des opportunités pour que le personnel vienne, des cas où la présence familiale a fait une différence importante pour améliorer l'expérience des patients et des proches. Avant le webinaire d'aujourd'hui, nous vous avons demandé de visionner les vidéos YouTube sur l'amélioration. Mettait en vedette le docteur Samir Sinha de l'hôpital Mount Sinai. Il s'agissait de déterminer comment mettre au point une vaste gamme de stratégies d'amélioration. Cette table devrait vous être connue. À la phase 1, nous vous avons demandé de remplir la partie bleue de la grille. Et l'autre partie, ce sont des termes dont nous nous sommes rendus compte que vous aviez déjà travaillé dans ce domaine. Mais ce que vous devez vraiment identifier, ce sont les obstacles potentiels que vous allez devoir relever, les messages clés que vous communiquez à chaque partie prenante, chaque groupe de parties prenantes, en fonction de son niveau d'intérêt et d'influence. Envisagez quels sont les besoins de cette partie prenante. Répondez d'abord à la question, qu'est-ce que ça leur donne? Il faut vraiment traduire votre initiative, vos objectifs dans leur langue pour répondre à leurs préoccupations. Envisagez non pas nécessairement ce que vous avez en tête, mais quelle est leur évaluation. Et il faut également que vous mettiez au point de quoi déterminer le résultat de votre initiative, conseil comité des médecins, comité de direction, etc. Bon, il y a l'alignement de la présence sur la présence sur d'autres priorités, puis l'amélioration de la satisfaction au travail et l'amélioration de l'expérience des soins par les patients. Ça, c'est le genre de choses qui comptent à la table à haute direction. Ensuite, stratégie et messages spécifiques. Si les parties prenantes sont votre conseil d'administration, la haute direction des partenaires de la communauté, vous allez envisager de faire une présentation au conseil, un communiqué de presse, développer une présentation PowerPoint qui peut être utilisée par tout votre public et surtout bien expliciter les ordres du jour de vos comités clés, opérations, leadership. Il faut que tout le monde soit aligné sur le même programme afin que, non pas seulement une seule fois, mais chaque mois, vous ayez la possibilité de vous concerter. Les partenaires les plus importants, comme votre communauté sur ressources, vous fournissent des informations sur votre but et vos objectifs. Et vous pouvez demander leur participation en invitant l'un d'eux à co-présider cette initiative. Prendre suffisamment de temps pour faire participer le personnel de première ligne est peut-être l'étape la plus essentielle et Eleanor Ivoire et Angela vont vous en parler davantage. C'est le personnel de première ligne qui doit mettre en œuvre les politiques et il devrait avoir une participation directe dans la mise en œuvre de ce processus. Nous voulions vous laisser du temps pour entendre vos apports, entendre à quel défi vous pourriez devoir faire face. Alors, prenez quelques temps pour inscrire, pour saisir vos commentaires dans la boîte de dialogue.
Donc, partagez avec nous votre expérience et vos contacts avec divers groupes de parties prenantes. Pendant que vous le faites, moi j'ai une question spécifique, parce que c'est important de savoir au sein de l'organisation. Et bon, est-ce que vous avez rencontré le syndicat, surtout le syndicat des infirmières, et comment cet entretien s'est-il déroulé? Bon, merci beaucoup, Jenny, pour votre commentaire. Il n'y a pas de nombreux défis pour l'instant. Et on attend l'approbation du conseil d'administration. Ça, c'est très bien. Je serais curieuse de savoir si vous avez eu la possibilité jusqu'ici de faire une présentation à votre conseil d'administration ou si c'est encore à l'état de projet d'obtenir donc un certain temps à une réunion de conseil d'administration. Cathy Stevenson déclare que son équipe part rencontrer certains des responsables de la qualité des programmes. Donc ça, c'est très bien. Bon, conseil des patients, euh, conseil consultatif pas des patients et des familles et comité de la qualité du conseil. Et pourriez-vous également nous dire comment les choses se sont passées? Est-ce que vous avez eu des réactions positives? Est-ce qu'il y a certains organismes qui ont résisté ou traîné les pieds? Christine Maïka. Bon, je voulais revenir à ce que disait euh, le, CSSC de l'Outaouais qui dit que le projet a suscité un tel engouement qu'il s'agira d'implanter la pratique dans les 6 centres hospitaliers. Alors encore une fois, euh, le CISSC de l'Outaouais a présenté la démarche donc à 2 directions et il y aura une présentation au comité de coordination clinique le 4 octobre. Puis il y aura un suivi ultérieur. Et Jenny Toussaint déclare donc réponse positive, pas tellement de résistance, peut-être quand on commencera la mise en œuvre auprès des employés et des médecins. Alors donc ça commence très bien, dans certains cas c'est très encourageant. Alors à l'Université de Montréal, donc il y aura une rencontre avec le conseil d'administration fin janvier, après approbation par le comité de direction. Donc le plan votre mise en œuvre arrivera un petit peu plus tard que dans d'autres organisations et vous êtes en train de rédiger la politique. Très bien. Christine Maïka, très bien. Alors nous pourrions peut-être passer à la partie suivante euh, pour ne pas prendre du retard, mais il y aura une période de questions plus tard. Vous pouvez continuer de saisir vos questions et nous pourrons y revenir.
Patricia O'Connor, très bien. Alors donc, dernier commentaire au niveau de la participation des parties prenantes. Euh, la mobilisation des parties prenantes, vous devez réfléchir déjà, si vous n'avez pas encore mis au point votre plan de mesure, vous devriez être en train de le faire, y compris vos mesures de processus et vos mesures de résultats et vos mesures d'équilibre. Quelques exemples de mesures de processus pourraient, par exemple, au niveau de la mobilisation des parties prenantes, seulement le pourcentage des principaux comités hospitaliers rencontrés. Euh, si vous avez dit que vous vouliez rencontrer 8, si vous en avez rencontré 4 ou 2, bon, vous êtes à 25%. Le pourcentage des membres du personnel sondé. Mesure de résultat, bon, le pourcentage de parties prenantes qui indiquent leur soutien pour la nouvelle politique, la nouvelle orientation. L'apparition d'un article dans la presse locale, ça pourrait être un autre résultat. Alors, une grande activité dans la phase 2 consiste à mettre au point une nouvelle politique une fois le processus de mobilisation des parties prenantes achevé. Parce que l'objectif, quand vous participez à ces séances, ce n'est pas seulement de parler, c'est d'écouter et de poser des questions à chaque auditoire. Que pensez-vous de cela? Et comment le projet pourrait-il être amélioré? Donc, il y a des choses que vous pourriez bien ne pas envisager. Alors, la rédaction de la politique, c'est peut-être une des étapes les plus faciles. Vous pourriez donc consulter le guide de l'IPFCC que vous trouvez sur le bureau virtuel. Rappelez-vous, quand vous rédigez votre politique, il y a d'autres éléments que vous devrez prendre en compte dans différentes parties du système. Par exemple, la mission, les valeurs de l'organisation, notamment s'il y a des engagements au niveau du soutien des partenariats avec les patients. C'est le moment de mobiliser les membres de la haute direction. Les descriptions de poste et l'évaluation du rendement, il faudra réexaminer cela parce que vous aurez, si ce n'est déjà le cas, la responsabilité d'améliorer l'expérience des patients. Il faut que ce soit ajouté. Il faudra que vous examiniez votre site web et les informations sur la présence de la famille et des familles en tant que partenaires de soins. Et puis également l'affichage dans l'ensemble des établissements. Quoi ne pas faire? Nous avons eu un appel d'affinité à la phase 1 où l'hôpital Saint-Paul vous a donné un très bon exemple de la façon dont ils ont utilisé le meilleur échéancier de mise en œuvre. Ils ont mis au point leur politique rapidement et puis ils ont commencé à la mettre en œuvre et ils n'avaient pas pris le temps de mobiliser les parties prenantes. Et tous ces entretiens très critiques avec les équipes de première ligne ainsi que les cadres intermédiaires et la haute direction, et ça leur a pris beaucoup plus de temps parce qu'ils ont dû tout refaire. Alors donc il faut procéder dans l'ordre approprié. Alors si vous n'avez pas encore mis en œuvre votre échéancier de mise en œuvre, c'est le moment de le faire. Et enfin, rappelez-vous que le succès de la mise en œuvre n'est pas un processus linéaire, mais plutôt en boucle. Alors donc, voyons si l'on peut ouvrir une période de questions. Christine, en avons-nous le temps? Christine Maïka. Bon, nous avons une légère avance, alors donc s'il y a des questions. Alors si vous avez des questions au sujet des diagrammes des forces mobilisatrices, ce serait le moment de saisir ces questions. Patricia O'Connor. Moi, j'aimerais poser une question au CHUM. Vous avez dit que vous êtes en train de rédiger votre politique. Quand j'ai lu les rapports de la fin de la phase 1, j'ai remarqué qu'il y a au moins une ou deux autres organisations qui ont commencé la rédaction de la politique. Alors la question, est-ce que vous avez des membres du personnel de première ligne qui sont représentés au sein du groupe qui rédige la politique?
Et pendant que vous saisissez vos observations, un détail au sujet de l'ordre de la mise en œuvre. Si vous cherchez à rejoindre les personnes les plus influentes au sein de votre organisation, comme le conseil d'administration, le comité de direction, si vous préparez en priorité pour leur parler, ça c'est d'emblée, si vous recevez leur aval, c'est extrêmement éloquent lorsque vous allez voir d'autres parties prenantes parce qu'ils savent que vous avez donc posé cette question au conseil et que vous avez disons un mandat, un soutien. Et ça vaut son pesant d'or. Donc pour en revenir à la phase 1, dans l'un des webinaires et également dans le webinaire que nous vous avons demandé de revoir, vous verrez qu'il y a une grille d'influence et vous recherchez vraiment de donner la priorité aux personnes dans le coin supérieur droit. Ce sont les personnes qui sont très influentes. Alors, Janine déclare que les employés terrain n'étaient pas là au début, mais ils ont été consultés. Et le CHUM répond. Donc, il y a des employés terrain qui siègent au comité de pilotage. Et il y aura un certain nombre de phases de validation. Pour le conseil des infirmières, par exemple, le conseil des médecins, etc. Et le conseil multidisciplinaire également. Il y aura 2 patientes ressources et le comité des usagers qui participeront au processus. Participent donc au processus. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est une étape critique pour d'associer le comité des usagers. Ensuite, Jenny Toussaint précise que les heures de visite sont d'ores et déjà plus flexibles. Donc, d'après les premières réactions du personnel, les mesures qui sont prises, donc même avant l'adoption de la politique, des effets positifs. C'est donc un changement de culture qui commence déjà. Le message le plus important que nous voulons transmettre est la communication et les liens que vous entretenez avec votre personnel et votre capacité de démontrer, de faire preuve de transparence, d'ouverture et de confiance à l'égard de leur jugement. Et la nécessité de solliciter leur avis au fur et à mesure. Donc, même si la politique n'est pas rédigée, encore une fois, c'est Jenny Toussaint, les heures commencent à changer. Alors, je pense que c'est tout pour les réflexions. Nous pourrions peut-être vous rendre la parole. Christine Maïka, merci beaucoup, Patricia O'Connor. Donc, Eleanor Ivoire et Angela Morin vont reprendre le propos de passer à la partie suivante sur la communication et l'éducation. Alors, Eleanor Ivoire, Angela Morin, à vous.
Eleanor Ivoire, merci beaucoup. Patricia et Christine, c'est excitant de voir certains des commentaires. Il est clair que ces équipes sont sur la voie de la mobilisation des parties prenantes et ont entamé le processus de sensibilisation. Nous allons approfondir les éléments que vous pourriez envisager alors que vous mettez le projet en œuvre. Donc, Angela Morin et moi-même allons parler de communication et d'éducation. Tout d'abord, nous voulons signaler que ces deux éléments ne sont pas identiques. Trop souvent au sein d'une organisation, on privilégie l'un ou l'autre en supposant que si vous communiquez, vous éduquez, que si vous communiquez, les gens sauront quoi faire et seront d'accord avec vous. Ou inversement, que si les gens ont suivi une séance d'éducation, ils connaîtront le rôle ou sauront comment remplir une fonction spécifique. Donc ces communications dans l'éducation, les communications et l'éducation exigent des approches très réfléchies. Alors, les deux définitions sont reflétées sur la diapositive, mais il y a des choses que je veux signaler. Ce qui distingue la communication de l'éducation, c'est que la communication typiquement contient un message d'information ou des nouvelles. En général, il s'agit d'un élément plus aigu, mais sans avoir la profondeur, l'étendue d'informations dont les destinataires peuvent avoir besoin pour répondre aux attentes. Et l'éducation représente une instruction systématique qui débouche sur la création d'un corps de, de, de connaissances de base. Alors donc, d'une part, la communication représente davantage un message un message plus pointu et l'éducation, en revanche, consistera en un examen approfondi. Si vous en revenez au cadre de pérennisation du NHS, ces deux éléments reflètent un investissement dans le personnel sur qui vous allez compter pour mettre au point, pour mettre en œuvre ou en définitive pour soutenir le changement que vous planifiez. Alors, chacun de ces éléments est distinct, mais il y en a qui seront communs aux deux et qui peuvent être considérés comme presque une liste de vérification. C'est l'approche la devise des journalistes. Donc, qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Et avec l'éducation, la même approche peut être utilisée, mais cela va déboucher sur des plans ou des structures différentes. Alors, nous allons nous pencher spécifiquement sur la communication. Et Angela et moi allons évoquer ce que contient un plan de communication, ce qui pourrait être inclus comme un contenu de la communication dans ce plan, quelles sont les compétences en matière de communication dont chacun aura besoin pour communiquer efficacement, et puis comment pouvez-vous évaluer l'efficacité de chacun de ces éléments. Alors, avec le plan de communication, qui d'abord? Le premier élément, comme Patricia O'Connor l'a bien montré, il faut identifier votre public. À qui vous adressez-vous? Donc, les parties prenantes, on a beaucoup travaillé sur cela, sur le plan de parties prenantes. Donc, les parties prenantes font partie de votre public. Il peut y avoir des publics au-delà de votre groupe de parties prenantes. Quand vous songez à une organisation qui a un certain nombre, des milliers d'employés, ou la communauté dans laquelle votre organisation évolue, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas nécessairement avoir le même impact auprès de chaque partie prenante, mais vous assurez que la communication soit ciblée d'une façon ou d'une autre pour rejoindre tout le monde, afin que chacun puisse recevoir l'information voulue sur ce que vous faites. Bon, il y aura donc certains groupes professionnels, au niveau professionnel, au niveau collectif. Alors donc par exemple le personnel clinique, ou alors vous pouvez envisager donc le comité consultatif, ou alors les syndicats.
qui vous soutiendront. Il faut toujours réfléchir, quand on élabore des politiques qui sont très cliniques, on pourrait donc songer tout de suite aux cliniciens comme public, mais songer à tous les départements de votre organisation qui devront soutenir le changement de processus. Envisager les organismes partenaires, ceux qui ont utilisé vos services et la communauté en général et toutes les personnes qui pourraient compter sur vos services. Un autre élément qu'on vient de prendre en compte, qui ne figure pas sur cette diapositive, mais c'est important avec votre plan de communication de voir qui sera le messager. Alors, on parle donc de cibler le public par la communication. Vous devez également cibler les personnes qui seront vos messagers. Est-ce que ces personnes exigeront une communication spécifique et ces personnes qui seront la clé du succès de votre stratégie de communication? Alors, quand on considère ce plan de communication, le quoi et le pourquoi, il est essentiel de prendre le temps de mettre au point vos messages clés et de vous conformer à ce message, de rester fidèle au message. Votre déclaration de changement, le but qu'on a évoqué, l'alignement sur la stratégie de l'organisation, l'échéancier du changement. Alors donc il s'agit notamment, pour rester fidèle au message, sachant qu'il y aura des résistances, et être prêt, il faudra vous assurer que vous restez donc concentré, que vous ne vous laissez pas distraire par d'autres questions. Quand vous élaborez votre plan de communication, vous devez adapter le plan au niveau de la pertinence de votre public cible. Bien souvent, on crée le message et il est diffusé largement et on se dit, bon, nous avons communiqué. Mais si le message n'est pas adapté au public cible, eh bien, il y aura des lacunes ou même des omissions complètes, des erreurs dans la communication. Alors, typiquement, il y a un message de base qui peut être adapté à ce que chaque groupe doit savoir, ce que chaque groupe peut attendre, ce que l'on attend de chaque groupe et la manière dont il doit le soutenir. Imaginez-vous si vous posez ces 4 questions aux différents publics, le message différera légèrement. Alors donc, imaginez-vous, le message à un conseil d'administration sera différent du message que vous allez transmettre au personnel de première ligne. Il faut toujours, et c'est toujours un élément important d'un plan de communication, il faut songer à ce que vous prévoyez comme étant certaines des questions, ce que vous prévoyez comme étant certaines des messages. Alors, nous avons tous travaillé dans des cas où nous avons eu des questions fréquemment posées, un document donc de foire aux questions. Ces documents reflètent beaucoup de préparation et ils seront votre propre critère. Est-ce que vous avez réfléchi à toutes les nuances que vous souhaitez communiquer? Alors donc, le où et le comment. Il y a de nombreux canaux, de nombreuses méthodes de communication. Il n'y a pas de bonne méthode. Il faudra que vous procédiez à votre propre tour d'horizon pour voir, bon, qu'est-ce qui va marcher dans mon secteur? Bon, il y a certains exemples évidents, des rencontres individuelles ou en groupe, des conférences, des ateliers. Bon, ça ne constitue pas l'ensemble de l'éducation, mais vous pouvez procéder en partie par cette voie pour la communication. Vous pouvez procéder par correspondance sous forme de feuillets que vous laissez à la disposition du personnel, des patients dans les salles de lecture. Vous pouvez diffuser des communiqués de presse, ça c'est un moyen de communication très vaste.
ou bien vous pouvez procéder sur Internet. Puisqu'il y a tellement de moyens de communication, il y a tellement d'outils, vous devez réfléchir pour savoir lesquels fonctionneront le plus efficacement. Par ailleurs, au fur et à mesure de ce plan de communication, envisagez et abordez les risques et les avantages de chacun de manière proactive. Parce que s'il y a des omissions, vous devez vous en rendre compte, en prendre conscience. Mettons que le message est envoyé dans une lettre sans que le communiqué de presse ne soit prêt et que la presse apprend la nouvelle avant que vous n'ayez mis au point votre présentation média. Donc, songez aux risques et avantages de chaque méthodologie et assurez-vous d'en tenir compte dans le plan. Il s'agit donc de faire preuve de respect pour chacun de vos publics, pour les faire participer donc au bon moment et de la bonne façon. Quant au quand dans le plan de communication, il s'agit d'envisager donc le moment et la fréquence. Assurez-vous que votre plan s'aligne sur les produits et les activités livrables. C'est toujours une bonne chose commencer par la date de mise en œuvre et puis compter à rebours. Travailler à rebours. Bien souvent, nous avons énormément de travail qui se fait au début et puis on arrive au plan de communication. Et à ce stade, il est trop tard pour communiquer certains éléments à certaines des personnes qui auraient vraiment pu avoir une influence positive sur le projet ou sur la mobilisation que vous souhaitez. Donc, tout comme dans le cas du plan des parties prenantes, vous envisagez donc un échéancier. Votre plan de communication est un outil qui va soutenir ce processus. Alors, si vous utilisez plus d'un canal de communication, veillez à ce que le plan soit doté d'un échéancier approprié à chacun des canaux. Admettons qu'il y a un message au niveau du personnel que vous voulez faire passer par bouche à oreille. Par exemple, un document de FAQ est un outil très très utile pour accompagner les présentations orales. Et il y a un élément qui est très utile de se rappeler dans toutes les communications, c'est la règle des 7. C'est-à-dire qu'il faut en moyenne avoir vu ou entendu un message au moins 7 fois avant de le retenir. Donc ça peut être une communication auditive ou visuelle, mais il faut avoir été en contact avec un message 7 fois avant de le retenir. Donc la communication est un processus continu et peut être basé sur toutes les leçons que vous avez tirées au niveau de la communication. Donc le plan de communication proprement dit peut et doit être un document écrit qui expose donc la reddition de compte pour la surveillance, les étapes, et vous savez qui est votre public cible. Bon, alors qui sera le messager, quels sont les messages clés, et tout cela est exposé. Vous pouvez toujours revenir au plan à titre de document qui devient votre guide et votre liste de contrôle. Avec toute communication, il faut s'assurer qu'il y a des compétences en rédaction qui sont mises à contribution. C'est là où une personne compétente en rédaction pourra vous aider au niveau de l'alignement du message sur le public et on s'assurera que le message sera entendu, perçu de la manière que vous le prévoyez. Donc la compétence en rédaction. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une équipe de communication, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui possède donc cette compétence d'écriture dans le cadre de votre processus. De la même façon, il faut s'assurer que lorsque le message est diffusé, que les personnes qui présentent le message possèdent les compétences voulues pour le présenter, pour évaluer un public, pour modifier un message et gérer la présentation de l'information. Selon la nature des communications, mais en l'occurrence, il y a un changement important dans la politique sur la présence des familles. Cela pourrait être diffusé dans les médias. Et en l'occurrence, il est important d'être prêt. Il faut
que vous sachiez qui sont les porte-paroles pour les médias et il faut qu'ils soient prêts à le faire. Beaucoup de gens pensent que c'est une excellente façon, une excellente occasion de passer à la télé ou à la radio. Je peux vous assurer qu'il faut que vous soyez préparés pour cela. Et tout cela exige réflexion, temps et ressources. Et il faut reconnaître que le temps que vous passez dès le début sera, sera certainement, vaudra certainement l'investissement dans chaque processus et dans l'ensemble du projet. Donc il faut que ce soit considéré comme étant un facteur dans l'évolution du changement et sa pérennisation. Comme pour tout changement de processus, il faut que vous puissiez évaluer si vous parvenez à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Alors donc, quelques mesures éventuelles. D'abord, s'il y a un plan, il faut mesurer l'adhésion au plan. Si vous avez des dates, si vous avez des publics à rejoindre, vous pouvez vérifier que vous avez effectivement fait ce travail, que vous avez effectivement accompli les diverses étapes du plan. Si vous prévoyez un certain nombre de séances et que vous avez comme mesure le nombre de séances prévues et le nombre de séances donc achevées, vous saurez qui est de votre public cible, donc vous pouvez suivre le nombre et le pourcentage de participants ciblés qui assistent aux séances. Et cela va vous donner une idée, cela va vous permettre de déterminer si votre message pénètre les publics que vous souhaitez rejoindre au sein de votre organisation. Il y a une autre mesure, donc la rétroaction, le nombre de réactions, de réponses au courriel, le nombre de visites au site web, le nombre de questions posées aux séances d'information. Et encore une fois, en fonction du moment où le changement intervient et de l'échelle à laquelle il intervient, la couverture média peut être une ressource excellente au niveau donc de l'étendue, de la profondeur, du ton négatif ou positif de la présentation. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont déjà largement entrepris leur plan de communication. Visitez les ressources sur le bureau virtuel, la FCSS. Il y a des outils qui pourront vous servir d'exemple, de modèle. L'hôpital général de Kingston a mis au point un programme à la phase de mobilisation des dirigeants et du personnel. Dans l'élaboration du plan de communication, ils ont mis au point toute une trousse à outils sur la manière de communiquer et de mettre au point des plans de communication au sein d'une organisation. Ce modèle est disponible sur le bureau virtuel de la FCSS et dans les deux langues. Et il y a un exemple du plan de communication de Providence Healthcare dont nous avions entendu parler dans l'un des webinaires antérieurs. Ça, c'est en Colombie-Britannique. Alors à présent, je vais donner la parole à Angela Morin qui va parler plus en détail de la communication et des compétences individuelles nécessaires pour soutenir un plan de communication global. Angela Morin, merci beaucoup. Maintenant, donc, il y a des facteurs de communication distincts à prendre en compte lorsque vous travaillez au changement. Il y a la stratégie de communication au niveau de la politique elle-même, qu'Eleanor vient d'évoquer, et puis il y a les compétences de communication individuelle. Ce sont des compétences qui seront très très importantes au niveau de la planification, de la pratique, de la politique, dans le développement d'une culture soins axés sur les patients dans cette organisation. La capacité de communiquer des messages se fait verbalement, non verbalement et sous forme d'écoute active. Il s'agit d'éléments qui sont essentiels pour établir un partenariat avec les familles. J'ai accompagné une patiente qui subissait des traitements de cancer. Un jour à son domicile, l'infirmière de soins à domicile a proposé de prendre un rendez-vous avec son équipe de soins. Elle avait remarqué un changement chez mon ami. Alors on a pris rendez-vous, on y est allé. Le médecin s'est assis en face de Bonnie, l'a regardé dans les yeux, il lui a demandé comment elle se sentait et comment... Elle a dit ça va assez bien. Elle a dit la douleur ça va. Elle a dit oui, la douleur est maîtrisée, je suis un peu fatiguée, mais sinon je me sens bien.
Ensuite, il s'est tourné vers moi et en me regardant, ben, pourquoi êtes-vous là? Et je lui ai dit, ben, qu'est-ce que vous avez vu quand je vous visitais? Et elle a dit, oh, il y avait un petit cowboy mexicain qui se promenait dans sa maison à cheval. Et le médecin a demandé, mais comment saviez-vous qu'il était mexicain? Et elle a répondu, ben, il portait un sombrero. Le médecin a souri et a dit, oui, nous avons besoin de faire quelque chose au sujet des médicaments. Alors, donc le médecin donne le diapason pour l'interaction. Il a parlé de façon calme, chaleureuse. Alors donc, c'était une conversation pas seulement avec mon ami, mais avec moi-même. Donc, il a pu soulager notre anxiété, notre angoisse. Nous étions convaincus qu'il avait l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Nous nous sentions en sécurité. Par contraste, mon ami a eu affaire à un autre médecin qui était certainement très compétent, mais mon ami ne voulait absolument pas la voir. Il parlait très rapidement, comme s'il pensait tout haut, et communiquait l'information sans savoir si cela était comprise. Et bon, le médecin ressortait, et puis ensuite le médecin me disait, mais plutôt mon ami me disait, mais qu'est-ce que le médecin a dit? Elle se sentait plongée dans la confusion, angoissée et mal informée. Et après ces visites, elle m'a dit qu'elle se sentait bête. Alors donc elle a exigé d'avoir un nouveau médecin. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est la façon dont vous le dites. Le simple fait que vous ayez dit quelque chose ne signifie pas que vous l'avez communiqué. Et rappelez-vous, nous voulons établir un partenariat avec toutes les parties prenantes. Plus de 50% de la communication est non verbale. Si vous n'êtes pas en face d'un écran d'ordinateur, vous soupirez, vous haussez les épaules, vous pouvez dire quelque chose pour m'aider, mais je ne vous croirai pas. Le langage corporel non verbal peut complètement vous contredire. Un langage corporel positif, par exemple, regarder dans les yeux, etc., peut démontrer l'intérêt personnel, la tendresse. C'est également utile pour évaluer les besoins des patients et des proches. Souvent, les patients disent qu'ils se portent bien alors que leurs yeux se remplissent de larmes, mais si vous regardez un papier, vous ne le remarquerez même pas. L'écoute active signifie écouter, montrer de l'intérêt, poser des questions et écouter non seulement pour les faits, ce que dit la personne, mais également pour entendre l'émotion ou les indices non verbaux. Cela permet de créer respect et confiance et d'obtenir les renseignements dont elle avait besoin. Lorsque Barney a dit qu'elle avait vu un petit cow-boy dans son salon, le médecin n'a même pas sourcillé. Il lui a posé des questions comme si c'était tout à fait naturel. Toutes ces compétences de communication peuvent vous paraître évidentes. Peut-être présumez-vous que votre personnel, vos leaders, ont ces compétences. Souvent, les cliniciens disent, mais si on le fait, mais ce n'est pas parce qu'on sait qu'on doit le faire qu'on le fait. Ce serait une erreur de présumer que votre personnel et vos dirigeants ont ces compétences. Lorsque vous comprendrez l'importance de ces compétences, vous comprendrez dans quelle mesure on en fait rarement preuve. Souvent, ce ne sont pas des pratiques courantes. J'animais une des classes sur la communication avec Hart et on a dit à quel point il était important de parler à quelqu'un en utilisant son nom et une des membres du personnel a été assez émotive et elle a dit que lorsqu'on avait changé les porte-noms dans l'hôpital pour que les patients puissent les lire, elle avait constaté que le personnel avait commencé à se servir de son nom. C'était émouvant pour elle parce qu'elle dit, vous savez, souvent, lorsqu'elle entrait dans une pièce, les gens ne se rappelaient pas son nom. Alors, s'outiller de la sorte, ça permettra de faciliter la tâche à tout le monde. Ça permettra à tout le monde de faire face à des situations difficiles et émouvantes, donner des ressources pour permettre d'aiguiller ses compétences, permettre d'améliorer les communications, non seulement avec le patient et sa famille, mais également entre les membres du personnel.
ceci réside dans le domaine des personnes, oui, mais également dans le processus organisationnel. Ça permet de renseigner le personnel davantage sur l'impact qu'ils ont sur tous les patients, tous les membres de leur famille, et ils comprennent que leur rôle est plus important que la tâche qui est associée à ce rôle. Cette diapositive parle de quelques approches qui ont été élaborées, entre autres, à KGH. À KGH, on s'est servi du modèle HEART pour avoir une communication plus bienveillante dans l'organisation. Avec le temps, ce programme a évolué, il a été adapté pour répondre aux besoins du personnel. Et donc, il y a différentes ressources à partir desquelles on peut choisir une méthode, mais en voici une. Il ne faut certainement pas occulter ce genre de démarche dans la mise en place de politiques et de pratiques favorables à la famille. Je cède à présent donc la parole à Christine Maca. Christine Maca. Merci Angela. Nous arrivons bientôt à la pause, mais je voulais qu'on ait du temps d'entendre vos questions sur cet élément particulier relatif à la communication. Alors j'invite quiconque le souhaite de saisir des renseignements ou des observations dans la boîte de dialogue, même encore des questions. Et par la suite, on verra comment le temps évolue et on prendra une pause. Alors, je ne vois personne saisir de questions. Alors, on peut passer à la pause. Pendant cette pause, vous pourrez saisir vos questions et vos observations. Ceci nous mène donc à notre pause. Nous ferons une pause de 5 minutes. Il est actuellement 1h13. Donc, nous serons de retour à 1h18. Et pendant cette pause, vous entendrez de la musique. Ne vous inquiétez pas, nous serons de retour en direct à 1h18.
Ici Christine Maïka. Bonjour à tous, nous sommes de retour. Je vois une question qui nous vient du CHUM. On nous demande de rappeler où se trouvent dans le bureau virtuel les modèles de plan de communication de Kingston et de Providence. Alors je crois avoir inclus les ressources de Kingston dans les documents du webinaire de la phase 2. Donc ça devrait se trouver dans le même endroit que l'endroit où vous avez trouvé les renseignements pour le webinaire. Et vous pouvez le trouver en suivant le calendrier, le lien rapide sur le calendrier de Meilleur Ensemble dans la page d'accueil. Pour Providence, c'est inclus dans les documents de l'appel d'affinité. Je crois que c'était l'appel d'affinité numéro 2. Donc, si vous voulez accéder au plan de communication de Providence, qui a été partagé et traduit de Providence Healthcare, vous pouvez le faire en allant dans les liens rapides, en cliquant sur le calendrier de la cybercollaboration, en naviguant vers les appels d'affinité, et il y aura donc des ressources inscrites. Si vous avez des questions ou si vous n'arrivez pas à les trouver, je pourrais vous aider seul à seul, soit au téléphone ou par courriel. Et sur ce, merci d'avoir posé la question. Il y avait une observation que Eleanor posait à Vitalité. Si vous avez davantage à signaler sur le plan des changements de culture, on aimerait entendre parler de vous. C'est emballant lorsqu'on voit des signaux de changement. Alors, si vous avez quelque chose à partager, nous serions heureux d'entendre vos observations et nous les proposerons d'ailleurs au groupe. Pour la prochaine portion du webinaire, nous passons à l'éducation. Nous avons un peu parlé de communication. Alors, nous allons faire fond sur ce dont on parlait en matière de communication et on va passer à l'éducation. Alors, de nouveau, on cède la parole à Eleonore et Angela. Et voici Angela. Merci, Christine. Alors, nous allons passer au dernier point sur l'éducation, à savoir pourquoi crée-t-on une politique sur la présence de la famille? Quand, comment allez-vous enseigner et comment allez-vous évaluer l'efficacité de l'éducation que vous allez élaborer? Et comment les patients et leurs familles seront-ils inclus? L'éducation touche à beaucoup de domaines du modèle de pérennité. La présence de la famille, c'est un partenariat avec les patients et leurs familles dans le fond, et je pense que c'est archaïque de penser que dans une organisation, on peut séparer les patients de leur famille lorsqu'ils ont besoin d'eux. On sait tous que si notre enfant ou notre être cher a besoin de nous, on voudrait être là, quelles que soient les politiques de visite. Les dirigeants et le personnel doivent accepter cette politique et le faire de manière viscérale. Et la communication, le partage de récits de patients permettront de le faire. Cela dit, cependant, ce n'est pas tout le monde qui parviendra. Il faut contester le statu quo grâce à ces politiques. Il est essentiel qu'il y ait une compréhension commune du changement. Pourquoi on le met en œuvre? Quelles sont les attentes? Et comment ce sera appuyé? L'éducation peut aider à trouver des facteurs de motivation intrinsèques et à veiller à ce que les pratiques soient uniformes et créer cette vision unique partagée dont on a parlé un peu plus tôt. L'éducation permettra de changer les comportements, d'améliorer le milieu de travail et de mieux comprendre le rôle que joue le personnel dans l'expérience des patients et de leur famille sur une base continue. L'éducation rend les choses réelles. Éléonore va à présent entrer dans le détail de l'éducation et
elle vous donnera des renseignements à prendre en compte dans l'établissement de votre plan d'éducation. Éléonore, merci Angela. Je souhaite faire fond sur cette diapositive qui veille à garantir que tout le monde ait une connaissance ou une base de connaissances partagée pour soutenir le changement au sein de l'organisation. Donc, le prochain élément de l'éducation, qui, quoi, comment? Alors, qui proposera l'éducation? Et dans ce contexte, il faut tenir compte de certains éléments. Évidemment, il y aura une éducation interne. Et vous voudriez veiller, avec ce changement de politique, que l'ensemble de l'organisation reçoive une formation dans une mesure ou l'autre. Car ce sera important pour la mise en place d'une bonne politique. Les choses peuvent dérailler très rapidement si des éléments de l'organisation ne sont pas au courant de ce qui est changé, pourquoi c'est changé et comment c'est appuyé. Donc, si vous regardez l'ensemble de l'organisation, on parle de tous les employés, tout le personnel agréé, tous les bénévoles. Les bénévoles sont un élément essentiel de l'effectif de l'organisation et tous les apprenants aussi de l'organisation. À l'interne, les patients, les familles et les patients ressources doivent être au courant. De nouveau, c'est important de les faire intervenir au-delà de la pure communication, car ils doivent comprendre quelles sont les attentes à leur endroit. L'éducation à l'interne doit être élémentaire pour tous et ensuite elle doit être adaptée, personnalisée lorsqu'il y a des besoins additionnels et des attentes additionnelles pour certaines connaissances particulières. Par exemple, l'éducation du personnel d'inscription sera différente de l'éducation du personnel infirmier qui sont dans les domaines cliniques ou encore les services de sécurité qui doivent réagir aux enjeux. Donc, il s'agit de réfléchir à votre public et à l'adaptation de l'éducation selon ce public. Mais il faut qu'il y ait une base commune pour tous. Il y aura aussi une éducation à l'externe. Elle n'aura pas la même profondeur, évidemment, que ce que l'on fera à l'interne. Mais selon le partenaire externe en question, il est possible que le contenu soit similaire. Par exemple, les partenaires universitaires qui enseignent et qui aiguillent les apprenants vers vous, s'ils reçoivent une éducation similaire à ceux qui reçoivent l'éducation à l'interne, ce sera utile. Ça permettra de changer l'état d'esprit organisationnel de part et d'autre. Et ces nouveaux apprenants, une fois au sein de votre organisation, pourront vous appuyer. Vous connaissez votre environnement, alors vous saurez à qui doit s'adresser ce plan d'éducation. Et voilà des illustrations des gens sur qui vous voudrez vous concentrer. Un des éléments importants de l'éducation, également lorsque vous identifierez qui, il s'agit de déterminer si cette éducation doit être obligatoire ou facultative. À KGH, en raison de la nature du changement, on a rendu l'éducation obligatoire pour tout le personnel, tous les bénévoles, les conseillers qui font partie du processus. Cependant, cette obligation ne s'est pas étendue jusqu'au personnel agréé. Et cela a créé un décalage dans la nature du soutien associé au changement. Donc, idéalement, avec certaines politiques, c'est préférable que ce soit obligatoire pour tous. Et il faut soutenir chacun des groupes. On en parlera dans un instant. Mais lorsque vous vous poserez la question, à qui doit-on adresser cette éducation, vous devrez déterminer si cette éducation doit être obligatoire ou facultative. À présent, quoi? Il y aura certains éléments de l'éducation qui devront faire partie du cursus élémentaire. Ensuite, ça pourra être adapté au public, mais certains éléments fondamentaux devront être les mêmes. Je vais entrer dans le détail, mais le cursus pourrait être composé de soins centrés sur le patient et sa famille, de la participation du patient et de sa famille, de quoi il s'agit, des détails sur les pratiques et les politiques, les changements que vous lancez, les compétences nécessaires, quels sont certains des processus à l'appui,
les processus de soutien, ainsi que d'autres choses qui peuvent être des besoins éducatifs de votre organisation. Une chose très importante qu'Angela rappelle toujours, c'est que le contenu, indépendamment du format, devrait être élaboré en s'inspirant des commentaires des patients et en partenariat avec les patients. Ça enrichira le contenu, ça ne fait pas de doute. Alors, le cursus ensuite, plus précisément, concernant les soins centrés sur le patient et sa famille, c'est vraiment fondamental d'avoir un composant CSPF, car on doit tous avoir la même définition des soins centrés sur le patient et sa famille. Vous allez constater au fil du processus que d'aucuns ont une perspective, des soins centrés sur le patient et sa famille, ça peut être de vieilles connaissances, et l'éducation devient fondamentale pour veiller à ce qu'on établisse une base qui soit similaire pour tout le personnel de l'organisation. Alors, soins centrés sur le patient et sa famille, cet aspect du cursus peut inclure de quoi il s'agit, et il y a beaucoup de ressources qui permettent de décrire le concept. Chaque organisation voudra choisir sa définition, mais il s'agit d'avoir une définition qui s'applique à tout le monde dans l'organisation. Vous pouvez définir ce que ça représente au sein de votre organisation, l'alignement sur la stratégie organisationnelle, les avantages et les résultats des soins centrés sur le patient et la famille, les obstacles et facteurs favorables. Et de nouveau, vous, au sein de votre organisation, devrez affiner ces notions selon ce qui est disponible, par exemple, grâce à la plateforme de la FCISS ou d'autres ressources auxquelles votre organisation aura accès. Le cursus doit aussi se concentrer sur la participation du patient et de sa famille. C'est différent des soins centrés sur le patient et sa famille qui sont une approche de soins, alors que la participation du patient et de sa famille est un moyen de concevoir cette approche de soins. Il s'agit de veiller à ce que les gens sachent ce que représente cette participation. Il s'agit d'un lien véritable entre les prestataires de soins et ceux qui utilisent les soins, à savoir les bénéficiaires des soins et services. Lorsque vous décrivez l'importance de la participation du patient et de sa famille, vous devez décrire pourquoi cela a changé. Pourquoi la participation est-elle à présent attendue en santé? Vous pourrez parler des raisons pour lesquelles la participation du patient est importante. Ça peut être une question de valeur du patient, du personnel, de l'organisation. Et on a déjà partagé le cadre Fairman avec vous, de sorte que vous compreniez les catégories, les niveaux d'engagement, de sorte que le personnel comprenne où il en est sur le continuum et comment changer la nature de la participation du patient et de sa famille. Et dans le contexte de cette politique, on décrit aussi que la présence de la famille est un facteur qui favorise la participation du patient et de sa famille. Donc, cette partie du cursus peut commencer à un niveau très général, mais au final, ça doit être rattaché à l'organisation pour que ce soit évocateur pour votre public. Le cursus doit aussi se concentrer sur certaines des compétences nécessaires pour qu'il y ait participation du patient et de sa famille et pour que les soins centrés sur le patient et sa famille soient dispensés. Et pour appuyer une politique favorable à la présence de la famille, les gens devront avoir une bonne connaissance de soi. Ils devront avoir une bonne compréhension de l'empathie et des moyens par lesquels l'empathie influera sur la participation du patient et de sa famille. Il faudra qu'il y ait des compétences de communication. Les compétences doivent être verbales, non verbales, et doivent aussi inclure l'écoute active. C'est un élément fondamental du cursus. Et au niveau personnel,
Au niveau personnel, il faut reconnaître les moyens de régler les différences. C'est une compétence personnelle de ce cursus. Et en plus des compétences personnelles, il y aura aussi une exigence par rapport au processus de soutien. Si le personnel n'est pas au courant des moyens par lesquels ils peuvent soutenir l'accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quels sont les points d'entrée, quelle que soit l'heure de la journée, eh bien, ils seront moins à même d'authentiquement soutenir les patients et leurs familles lorsqu'ils répondront à leurs questions. Il faut également qu'il y ait des processus pour le personnel, à savoir comment celui-ci arrivera à équilibrer les besoins du patient et la présence de la famille. D'abord, lorsqu'on a présenté la présence des familles à notre conseil des soins infirmiers à KGH, on a fait face à beaucoup de résistance car le personnel avait l'impression qu'il y aurait trop de personnes qui accompagneraient les patients à toute heure de la nuit, que cela créerait des difficultés sur le plan de la sécurité des patients ainsi que leur sécurité. Donc, on s'imaginait par exemple qu'un patient aurait 20 visiteurs et que le patient qui partage sa chambre n'en aurait pas. Alors, quel serait l'impact sur cet autre patient? C'est pourquoi il faut enseigner les moyens par lesquels on peut équilibrer les besoins du patient tout en soutenant la politique organisationnelle visant à accueillir les familles. Le personnel devra comprendre les coordonnées et la réactivité des services de sécurité. Ils devront savoir comment communiquer avec les services de sécurité rapidement, quel est le processus de l'organisation. Ça peut être une communication qui se fait par dispositif personnel, par annonce à la sono. Cela doit être détaillé. Le personnel doit être au courant des moyens par lesquels il peut faire appel aux services de sécurité très rapidement. J'ai parlé de résolution des différends au niveau personnel, c'est absolument essentiel, mais le personnel doit aussi savoir que si un différend ne peut être résolu au niveau personnel par le prestataire, qu'il existe un processus dont on peut se servir pour veiller à ce que le différend soit réglé. Ce processus doit être élaboré et le personnel doit en être mis au courant avant qu'on ne leur demande d'appuyer ces changements. La prochaine partie de l'éducation concerne le comment et le où. Les méthodologies peuvent évoluer ou varier. Il y a des systèmes de gestion de l'apprentissage en ligne, par exemple. Vous pouvez avoir un module d'auto-apprentissage pour former le personnel à loisir, avec à la toute fin l'évaluation des compétences. Ça peut être fait en salle de classe. Ça peut être fait de manière écrite. Des documents remis en format papier. Ça peut être renforcé par une éducation individuelle personnalisée ou tout ce qui est facilité par certains rôles de l'organisation, comme un éducateur en soins infirmiers, par exemple. La capacité, à présent, l'éducation devra s'adresser à beaucoup de publics, donc il y a ce concept de former le formateur. C'est un autre concept qui doit être envisagé. Donc, les méthodologies vont varier. Et de nouveau, il s'agit pour vous d'examiner votre organisation, quels sont vos outils, quelle est votre infrastructure et optimiser toutes ces ressources. Sur le plan de la prestation d'éducation, idéalement, grâce à des exposés, des communications, il faut toujours que ce soit des exposés partagés qui garantissent que la voix du patient est entendue de pair avec un champion de l'organisation. Pour renseigner l'ensemble de l'organisation sur le nouveau processus. Il faut aussi, dans le cadre de la conception de cette éducation, de toujours tenir compte du temps et des ressources qui doivent être mis de côté pour que le personnel puisse assister aux réunions éducatives et également les ressources nécessaires pour élaborer le matériel. L'éducation ne se fait pas rapidement. Il faut que ça soit
fait de manière séquentielle, gérable. On n'a pas besoin de perturber l'organisation, mais il faut bien organiser. Et enfin, le dernier élément de l'éducation concerne le quand. Alors, ce qui est le plus important, c'est que l'éducation à titre de communication du changement doit se faire de manière progressive. On peut commencer l'éducation très tôt dans le processus, mais il faut déterminer quels sont les éléments qui seront offerts à quel moment et comment le plan d'éducation appuie-t-il le processus de changement. Certaines organisations ont déjà examiner les questions de soins centrés sur le patient et sa famille, ce sera un élément fondamental de l'éducation afin d'obtenir le soutien de l'ensemble de l'organisation pour la mise en œuvre des nouvelles pratiques et politiques. Donc, il faut concevoir et mettre en œuvre le changement à des moments optimaux. Et on peut offrir l'éducation au moment de la mise en œuvre du changement. Ça peut être fait au moment de la gestion du rendement aussi. Par exemple, les patients et les familles sont très bons lorsqu'il est question d'enseigner. On peut prendre le pouls auprès des patients et des familles pour voir si l'éducation a l'effet escompté. Donc, on peut entamer l'éducation et si on constate qu'il y a des écarts de connaissances ou des besoins additionnels en obtenant son de cloche des patients, eh bien, on peut modifier le plan au fur et à mesure. L'éducation de certains de ces éléments peut se faire au moment de l'orientation, de la formation initiale des nouveaux employés, du personnel agréé, des apprenants et des bénévoles. Et vous avez de nouveau la règle des 7, c'est-à-dire que l'éducation ne se produira pas avec une seule rencontre et avec une seule modalité. Pour l'éducation, pour qu'elle soit efficace, il faut pouvoir compter sur plusieurs plages pour marteler le message. Donc, c'est un processus continu. Il faut encourager le personnel, il faut procéder lentement pour avancer vite. L'éducation à l'avance permettra un usage plus efficace des ressources. Et pour d'autres éléments du changement, il faudra peut-être faire une évaluation, à savoir si l'éducation atteint les résultats escomptés. Ces mesures peuvent être par exemple l'adhésion au plan d'éducation, c'est-à-dire est-ce que vous avez respecté les échéances, les dates et le public ou les publics visés. C'est essentiel à la réussite de l'initiative. Combien de séances ont été organisées, combien ont été prévues et ces séances ont-elles été effectivement offertes. Quels sont les nombres et les pourcentages de participation des participants ciblés, ceux à qui on a donné l'invitation. Avec l'éducation, on a toujours cette possibilité d'offrir une évaluation des séances éducatives. Donc, lors des séances éducatives, si vous obtenez une évaluation, ça vous permettra de corriger le tir au besoin. Et ensuite, si vous avez un thème en particulier, faites des contrôles des pratiques. Examinez l'impact, si vous voulez, de l'éducation sur les pratiques. Cela vous dira si l'éducation a été internalisée, si les gens se l'ont appropriée. Il faut que le changement de comportement soit le résultat de cette éducation et le contrôle, la vérification des pratiques est un bon moyen de veiller à ce que cette éducation porte fruit. Je vais à présent céder la parole à Angela qui vous parlera des moyens d'inclure les patients et leurs familles dans cet élément fondamental du changement et de la pérennité. Angela. Merci Éléonore. Comme on l'a dit un peu plus tôt, les récits des patients, les expériences des patients peuvent impulser les changements de comportement. Ça peut surmonter les obstacles et la récalcitrance. Les patients peuvent participer à l'établissement d'une méthodologie et aussi pour la création d'outils de communication à l'interne et public.
ça peut permettre aussi de faire comprendre aux gens qu'il s'agit de davantage qu'un élargissement des heures de visite. Ils peuvent participer à la formation du personnel, à des jeux de rôle pour insister sur le pourquoi. Ils peuvent identifier des expériences du patient, des mesures qui permettent d'évaluer la réussite. Ils peuvent jouer un rôle important en matière d'éducation. Tout ce qu'on a abordé aujourd'hui veillera à garantir que les membres du personnel et les dirigeants se sentiront entendus et seront fiers de la politique et des pratiques mises en place. En s'adonnant à leurs activités quotidiennes, le personnel parfois oublie quel impact ils ont sur les patients et leurs familles à un moment très important de leur vie. Des petites choses peuvent avoir un impact énorme. Les petites choses comme un sourire, un geste d'accueil, une parole bienveillante peuvent égayer la journée d'un patient qui vit un moment difficile. Les gens entendent vos paroles, mais ils ressentent votre attitude. Les politiques et les pratiques sur la présence de la famille sont bien plus qu'une simple politique. Ce sont des mesures transformatrices. Établir un bon fondement permet de garantir la réussite. Je vous cède à nouveau la parole, Christine. Christine Maïka, merci. Merci beaucoup d'avoir conclu sur ces paroles. Il est important de se rappeler pourquoi nous sommes ici et d'arriver au cœur de la présence de la famille. Alors, nous sommes de retour dans notre période de questions et de réflexion. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez entendu sur l'éducation ou d'autres thèmes? On sera heureux d'y répondre si vous les saisissez dans la boîte de dialogue. Je vais vous donner un petit moment avant qu'on passe aux prochaines étapes. Angela vient de taper, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Elle aimerait savoir comment on fait participer les patients ressources jusqu'à présent. Alors, si quelqu'un a envie d'être courageux et saisir dans la boîte de dialogue, comment vous faites appel aux patients et aux patients ressources? Une observation de Cathy Stevenson qui dit que Carol, une de leurs patientes ressources, est avec eux depuis le tout début et tous les mois, elle offre une rétroaction lors des réunions du conseil consultatif des patients et de leur famille. Alors, merci Cathy d'avoir partagé cette information. Annie nous parle du partage de récits de patients. Elle parle de formation en tandem et elle parle aussi d'avis sur la documentation. Jenny, au réseau de Vitality, dit qu'elles ont un patient au sein de l'équipe et ça a fait toute une différence. Une excellente expérience à répliquer pour d'autres politiques et procédures. Entendre cette expérience, c'est très positif pour tous les membres de l'équipe. Ça, c'est très encourageant aussi. C'est très encourageant d'entendre cela de la part de toutes les équipes qui ont un patient ressource. Éléonore posait aussi une question.
Est-ce que vous avez une expérience ou des conseils concernant la communication et l'éducation des médecins? Alors, on va vous poser la question maintenant. Si vous avez des réactions à la question d'Éléonore, vous pouvez les saisir concernant votre expérience ou vos conseils quant à la communication et l'éducation des médecins. On sait que c'est un groupe de parties prenantes important. Alors, on attend avec intérêt vos réponses. Et de la part de Sophie Baillargeon, qui est une de nos formatrices, elle voulait partager une expérience en matière de présence de la famille. Une fois qu'ils ont mis en œuvre la présence de la famille au premier site du CUSUM, ils ont oublié de tenir compte des services de sécurité dans le plan de communication. Donc, il y a eu un peu de confusion sur ce qu'était la politique. Donc, ils ont oublié d'inclure les agents de sécurité. Donc, c'est un rappel. Il faut faire le tour de toutes vos parties prenantes lorsque vous établissez votre plan de communication. Et si vous me permettez de renchérir, les autres personnes qui sont souvent oubliées, ce sont les personnes qui répondent au téléphone dans vos organisations. Souvent, les membres de la famille appellent et demandent quelles sont les heures de visite. Alors, n'oubliez pas d'inclure les standardistes et le personnel de première ligne, si ce n'est pas une chose que vous avez déjà envisagée. Excellente observation de Jenny sur la formation en personne. C'est un bon moyen de mobiliser les médecins, de sorte qu'ils puissent parler de leur expérience illico et qu'ils aient la possibilité de parler de l'idée en question. C'est vrai que les médecins aiment faire partie des décisions et donc il est important de les inclure. Je pense que les faire intervenir dans le processus très tôt permet, lorsqu'on cherche à obtenir leur aval, de le garantir. Angela nous parle d'éducation continue avec la venue de nouvelles ressources humaines. On en a un peu parlé lorsqu'on a parlé de communication et d'éducation, donc c'est très important de commencer à penser à la pérennité du projet. Donc pensez à la formation initiale, à l'orientation lorsque vous établirez la formation pour votre projet. Donc comment est-ce que vous inclurez cette formation sur la politique une fois que celle-ci sera en place? Alors, je vois qu'il y a de nouvelles observations. Veuillez continuer de les saisir dans la boîte de dialogue et j'y reviendrai. Entre-temps, je voulais quand même passer en revue les prochains événements en direct. Alors d'abord, un petit rappel à vous et à votre équipe. Avez-vous rempli le sondage de la fin de la phase 1? Si ce n'est déjà fait, il n'est pas trop tard et nous allons vous demander donc de les remplir. C'est le sondage de la fin de la phase 1 et on s'attend à ce que les gens qui font partie du comité directeur et ou du comité de mise en œuvre, de l'équipe de mise en œuvre, remplissent le sondage. Ça nous permet d'ajuster notre planification et de comprendre quel impact la cybercollaboration a sur vous comme personne et comme équipe. Alors, si ce n'est déjà fait, faites-le, s'il vous plaît. Complétez le sondage de la fin de la phase 1 pour qu'on puisse concevoir une cybercollaboration qui correspond à vos besoins. Alors, les prochains appels d'affinité, nous nous retrouverons au début du mois d'octobre pour l'appel d'affinité 3. J'ai le plaisir de vous signaler qu'on aura quelqu'un de la Saskatchewan qui se joindra à nous pour partager l'expérience de la Saskatchewan en la matière, puisque on a choisi une approche de présence de la famille à l'échelle de la province en Saskatchewan. Et si vous avez participé aux appels antérieurs, vous vous rappellerez peut-être qu'on pose une question. On pose une question au départ sur un thème général. Par exemple, on a proposé la gestion de changement. Donc, on aura un appel d'encadrement
le 13 octobre sur les questions qui vous paraissent les plus importantes. Les appels d'encadrement sont la possibilité d'échanger à la fois avec les formateurs que nous avons ici à la FCISF ainsi qu'avec les équipes. Alors, venez armés de vos questions qui se trouvent dans les appels d'encadrement du bureau virtuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et on aura l'appel d'affinité 4 le 22 novembre, donc de nouveau, une nouvelle possibilité de communiquer. Et merci à chacun d'entre vous d'interagir avec nous. On l'apprécie beaucoup, surtout votre interaction lors de l'appel d'aujourd'hui. Alors, je reviens aux dernières observations qui ont été formulées. J'en vois une d'Éléonore. L'importance de faire appel au vice-président de la médecine ou alors du chef du personnel pour obtenir sa rétroaction, à savoir comment adapter l'éducation au personnel agréé. Et du point de vue d'Éléonore, à KGH, ils ont appris que le modèle en ligne était ce qui intéressait le plus le personnel agréé. Évidemment, si ça peut être associé à des crédits de l'Association médicale canadienne, ça les arrangerait, mais c'est un peu difficile à mettre en œuvre. Alors, merci Éléonore d'avoir partagé ça. Jenny avait une dernière observation aussi que je vais lire, relative à l'éducation des médecins. Elle dit qu'il faut que ce soit bref et droit au but. Ce n'est pas possible d'offrir une éducation de 3 heures, ils n'adhéreront pas à cette idée. Alors sur ce, nous concluons la séance d'aujourd'hui. Je voulais remercier les enseignants qui ont travaillé avec nous à l'établissement du contenu, ainsi que nos formateurs-formatrices qui sont présents lors de l'appel d'aujourd'hui et lors de l'encadrement, qu'il s'agisse d'encadrement ponctuel et lors des appels d'encadrement. Je souhaite aussi remercier les patients et les patients ressources qui sont présents aujourd'hui et aussi ceux qui sont peut-être dans la possibilité d'être avec vous, mais qui font partie de votre équipe. C'est important pour nous de savoir quelle différence apporte la cybercollaboration à la participation des patients. Et jusqu'à présent, les résultats sont très positifs. Et merci à tout le monde dans les équipes d'avoir pris le temps aujourd'hui de participer. On sait que 2 ans, c'est beaucoup de temps, mais ce n'est pas beaucoup de temps pour couvrir tout le contenu qu'on peut partager avec vous. Alors, on espère que vous avez appris des choses aujourd'hui et que vous êtes fin prêt à la mise en œuvre. Sur ce, nous concluons l'appel d'aujourd'hui. Passez une excellente journée. La téléphoniste, merci. Mesdames et messieurs, ceci conclut l'appel d'aujourd'hui. Vous pouvez à présent raccrocher. Passez une excellente journée.